Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous sommes contents de vous recevoir ce matin dans l'invité du direct avec M. Ali Hammani, président de l'association professionnelle des producteurs algériens de boissons. M. Ali Hammani, bonjour. Bonjour. Bien content de vous recevoir à nouveau à Radio M. On s'était vu en février de l'année dernière, de 2017. À un moment où la conjoncture sur le secteur de la boisson était déjà un peu difficile. Il y avait eu des restrictions dans les importations, une dévaluation du prix du dinar et un contexte que nous allons revisiter 18 mois plus tard pour savoir si c'est amélioré ou si c'est encore tendu. Alors, une actualité cette semaine, vous êtes passé devant le Conseil concurrentiel pour défendre un point de vue. Il y a une association de défenseurs des consommateurs qui vous aurait accusé d'avoir organisé, en tant qu'association professionnelle, une entente sur les prix dans le secteur de la boisson. Quel a été votre argumentaire devant ces messieurs du Conseil de la concurrence? Merci. Effectivement, il y a eu une plainte, ça fait une année, qui avait été déposée par une association de défense des consommateurs. Le dossier a été pris en charge par le Conseil de la concurrence qui a émis sur la base des rapports. Nous avons répondu par écrit. Et jeudi passé, une année et demie après, on est passé devant le Conseil de la concurrence. Nous avons effectivement donné nos arguments en ce qui concerne la soi-disant entente sur les prix, alors que la PAB n'a pas vocation ni de parler des prix. Effectivement, lors de la conférence de presse, et ici même, nous avons discuté sur les conséquences des augmentations des matières premières ou des intrants ou de l'énergie sur le coût de revient. Maintenant, c'est ce que nous avons toujours dit, c'est que la politique des prix et la politique commerciale relèvent de la compétence unique des dirigeants de l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai expliqué, nous avons même à l'intérieur de certaines entreprises, si vous voulez, les prix où la politique commerciale n'est pas divulguée au cadre même de la même entreprise, puisqu'on la met en pratique une fois que la décision est prise et les gens, les cadres, ne sont au courant que le jour même de l'application de ça. Donc comment voulez-vous que... Et surtout... Comment voulez-vous qu'il y ait des ententes? Effectivement. Et comment voulez-vous qu'il y ait une entente sur les prix quand vous êtes dans un secteur concurrentiel? Et je dis bien qu'au jour d'aujourd'hui, c'est à couteau tiré. Et le marché est tellement s'est développé, vous avez beaucoup de producteurs qui sont sur le marché, et nous assistons même aujourd'hui à une pratique des prix du dumping. Et d'ailleurs, nous avons même transmis un certain nombre, nous avons même saisi le Conseil de la concurrence sur ça, nous avons saisi la Direction générale du contrôle et de la répression des fraudes sur des pratiques de dumping, parce qu'il y a, qu'on le veuille ou non, toute entreprise, quelle qu'elle soit, elle a une comptabilité analytique, elle a les coûts minimum. Donc, nous savons exactement quel est le coût de revient. Donc, quand vous voyez sur le marché un prix qui est nettement en deçà du coût de revient, il y a un problème. Monsieur Hammani, vous êtes attaqué pour une supposée, comme vous le dites, entente sur les prix. Parmi vos membres, vous êtes en train de nous expliquer qu'en fait, vous gérez une guerre des prix entre vos membres. Quasiment. C'est-à-dire il y a une guerre des prix entre nos membres. Ça, c'est une réalité. Je ne vous cache pas qu'au jour d'aujourd'hui, au niveau de la réunion que nous avons tenue mercredi, qui a regroupé un certain nombre de producteurs, et où il y a eu une proposition qui a été faite, et d'ailleurs qui sera soumise au bureau exécutif ce mercredi, donc demain, pour en décider, c'est la mise en place d'un observatoire sur les pratiques commerciales. C'est-à-dire, c'est qu'il va y avoir un comité, donc avec des experts qui seront membres de ce comité. On va voir comment le système de fonctionnement, mais au moins pour essayer, cet observatoire va voir qu'est-ce qui est en train de se passer sur le marché des boissons. Oui. Donc entente sur les prix,
nous sommes très très loin. Très, très loin. Et mieux encore, je dis et je le redis, c'est que nous, en tant qu'association, c'est que nous avons une responsabilité vis-à-vis des consommateurs pour la mise en place d'un produit de qualité. Nous avons des responsabilités vis-à-vis des pouvoirs publics pour le respect de la réglementation. Par contre, chaque entreprise est responsable de ses actes. C'est ce que nous sommes en train de dire et c'est ça la règle. Très bien. Alors, là, donc en février dernier, 2017, il y avait le choc de 2015-2016 de la réduction de la dévaluation du dinar, les restrictions sur les importations, etc. Et on était dans une situation où le secteur commençait à souffrir de... Il y avait eu aussi une augmentation de la TVA de 17 à 19%. Alors, on est en gros, on a peut-être un peu de retour sur le premier semestre 2018. Vous diriez quoi de la conjoncture de votre filière, monsieur Ali Hamani? Est-ce que c'est une conjoncture toujours aussi morose ou est-ce qu'elle commence à se redresser? Non, d'abord, c'est une filière effectivement qui a connu pendant un certain temps une progression assez conséquente. On avait dit qu'il y avait depuis un certain temps une progression de près de 8%, donc toutes sous-filières confondues. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand on voit en 2017 par rapport à 2016, il y a eu dans un certain nombre de sous-filières, par exemple au niveau des boissons, si on compare 2017 à 2016 ou même le premier semestre de 2018 par rapport à 2017, au niveau des boissons gazeuses, il y a une régression de 4% en matière de... Par contre, il y a une évolution en ce qui concerne les eaux minérales de près de 5%. Les jus, à peu près une évolution de 2%. Et les boissons alcoolisées, donc principalement ce qui est consommé en Algérie, c'est beaucoup plus la bière. Il y a une progression moyenne à peu près entre 2015 et 2017. C'est une progression donc de 5%. Donc on peut pas dire globalement, pour l'ensemble du secteur, on ne peut pas dire qu'il y ait une crise de croissance. Non, la crise de croissance, effectivement, quand les gens sont habitués à une croissance de 8%, aujourd'hui, parce qu'il faudrait effectivement qu'on fasse très très attention, vous avez un certain nombre d'entreprises où la progression est importante. Et vous avez d'autres qui sont en régression. Ce que je suis en train de vous donner, c'est le marché global. Alors. Donc, il y a certaines entreprises, effectivement, qui sont en train de subir, si vous voulez, les règles du marché et les règles même du consommateur. Alors, aujourd'hui, a pris conscience, si vous voulez, si vous voulez, de ce qu'il est en train de boire, de ce qu'il est en train de consommer. Il devient de plus en plus exigeant en matière de qualité. C'est vrai qu'en matière de prix, mais le marché informel aussi, il est là. Monsieur Hamani, est-ce que c'est comme ça que vous allez expliquer la baisse de 5% de 4% des boissons gazeuses? Les boissons gazeuses, aujourd'hui, de 2000, si vous voulez, premier semestre 2018, il y a deux phénomènes sur lesquels, effectivement, on n'a pas encore, si vous voulez, une approche réelle. Ce sont des suppositions. Est-ce que le fait, quand il y a eu la décision, effectivement, de blocage d'importation des arômes, n'a pas suscité une baisse de la production, donc une baisse de la consommation? Est-ce que c'est l'effet, effectivement, de toute la campagne qui a été engagée par l'association des consommateurs, par les pouvoirs publics et nous-mêmes en matière de consommer moins de sucre? Si vous voulez tout ça, est-ce que ce n'est pas les conséquences, effectivement, de la consommation des boissons gazeuses? Il y a quand même aussi, peut-être, on va se mettre à la place du consommateur, dans un contexte de tension inflationniste, quand même. Le pouvoir d'achat. Est-ce que l'arbitrage ne se fait pas aussi beaucoup par les prix? Est-ce que ça n'a pas peut-être pénalisé les produits les plus chers parmi vos acteurs, vos membres? Non. Pas nécessairement. C'est pour ça que je dis que le consommateur a pris conscience aujourd'hui. Ce que nous avons... il faut dire aussi en matière de consommation, c'est que les producteurs aussi ont revu le système d'emballage, de contenants.
Exemple, c'est toujours dans le cadre, si vous voulez, de la politique, des actions que nous avons engagées avec un certain nombre de producteurs, c'est dans le cadre de la réduction du taux de sucre et de la consommation. Donc, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, je prends l'exemple des canettes. Avant, vous avez des canettes de 33 centilitres, aujourd'hui, vous avez des canettes de 25. À un moment donné, vous avez une consommation de boissons contenue de 2 litres. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de produits de 2 litres. Donc, c'est ça, effectivement, il y a une prise de conscience. Les producteurs ont mis en place un certain nombre de moyens parce qu'ils doivent contribuer. Ils ont une responsabilité, comme j'ai dit, et nous avons la responsabilité vis-à-vis des consommateurs. Et ils doivent jouer aussi un rôle là-dedans. Donc, et là, effectivement, quand on essaye d'analyser et d'évaluer les quantités, automatiquement, il y a une baisse par rapport aux années antérieures. Par rapport aux années antérieures, je vais pas tenter de vous renvoyer devant le conseil concurrentiel et ouvrir la porte à une nouvelle plainte, mais en février 2017, on avait abordé. À l'époque, j'avais un journaliste spécialisé qui m'aidait dans les questions de structure de coûts. On avait dit, vos adhérents avaient réussi à amortir à la fois la hausse des intrants, des prix des intrants, avec la dévaluation du dinar, l'inflation dans l'environnement, etc., en ne bougeant pas tellement les prix. Les prix n'avaient pas tellement bougé. On était quand même sur une période. Et on s'était dit que les producteurs de boissons avaient rogné sur leur marge. Oui. Est-ce que depuis, finalement, le changement de la structure des coûts, avec un prix de revient qui a bougé, est-ce que ça n'a pas quand même ouvert la porte comment vos membres continuent à dealer avec cette problématique? Alors, on s'entend très bien, comme je viens de dire, toute politique de prix relève de la responsabilité de chaque entreprise. Au niveau de la PAB, ce que nous avons constaté et ce que nous disons, il faudrait que les entreprises tiennent compte du pouvoir d'achat du consommateur. Donc, s'il y a effectivement, ce qu'on voit, toutes les évolutions qu'il y a en matière de coûts, des intrants, de la baisse du dinar, ainsi de suite. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a même un programme financé par, je ne me rappelle plus du programme ADAC, qui effectivement, pour former les entreprises, donc nous avons adhéré à ce programme-là, SwitchMed. C'est le programme SwitchMed pour préparer les entreprises et les former dans le cadre de la politique interne à la réduction de leurs coûts, à la réduction de la consommation. Je prends l'exemple, l'électricité, l'eau, les déchets, c'est-à-dire comment réduire l'ensemble de ces éléments-là. Ce sont ça qui vont réduire les coûts et automatiquement baisser le coût de revient pour éviter d'aller vers les augmentations des prix. Ça, ce programme-là, nous avons adhéré. Certaines mêmes entreprises ont déjà commencé effectivement à rentrer là-dedans. Je vous donne un exemple. Vous avez des entreprises qui ont mis carrément un programme au profit. C'est-à-dire quand vous avez une comptabilité analytique, vous savez combien vous consommez d'électricité, d'eau, ainsi de suite. Vous avez un certain nombre d'éléments. Donc, vous les mettez à la disposition de l'ensemble des travailleurs. Vous leur dites, voilà le coût, voilà les frais que nous avons. Si nous allons réduire effectivement ces prix, on s'entend sur une démarche. 50% au profit des travailleurs et 50% au profit de l'entreprise. Croyez-moi que cet exemple a été prouvé sur le terrain. Par exemple, éteindre la lumière, c'est l'ouvrier lui-même qui commence à éteindre avant de sortir, le robinet qui coule, pourquoi? Parce qu'il est concerné. Et c'est pour ça que je dis, il faut toucher la poche des gens pour pouvoir atteindre l'objectif que vous voulez atteindre. SwitchMed, ça a l'air d'être particulièrement intéressant, effectivement, parce que ça permet de réduire les coûts. Mais pour mettre en œuvre un tel programme, pour y émarger et en tirer la quintessence, est-ce qu'il ne faut pas une taille d'entreprise, une qualité de management, de gouvernance d'entreprise importante qui n'existe peut-être pas chez tous vos adhérents, qui existe peut-être même uniquement chez une toute petite minorité d'adhérents? Non, vous êtes toujours 45. Hein? Non, nous sommes aujourd'hui une quarantaine
Et nous avons lancé, effectivement, à notre niveau même, on a lancé des formations, que ce soit en matière de gestion de qualité, on a lancé des formations en ce qui concerne sur les forces de vente, nous sommes dans cette phase. Et je vous rappelle que nous-mêmes, en tant qu'APAB, nous avons élaboré en relation avec les pouvoirs publics et avec un certain nombre d'associations le guide de bonne gouvernance des entreprises. Donc, avant Hawkama, il y a eu d'abord la mise en place de ce... Et à travers ça, nous avons participé à la création de Hawkama. Donc aujourd'hui, nous avons les éléments qui permettent aux entreprises d'aller se former pour une meilleure gouvernance. Alors, la PAB... Ils ont une responsabilité, et la PAB, c'est pour cela. Quand on dit l'association professionnelle, elle a une responsabilité, il faut qu'elle élève le niveau de nos entreprises, que ce soit en matière de management, que ce soit en matière de la production, donc élever le niveau de qualité des produits. Alors, parmi les pour dérouler un petit peu vos activités, vos autres activités durant l'année, depuis qu'on ne s'est pas vu, il y a eu cet épisode, cette alerte sur l'interdiction, le ban sur les arômes, vous avez été obligé d'intervenir. Et, ça, effectivement, malheureusement, qu'est-ce que nous disons ? Nous avons dit au pouvoir public que nous sommes conscients effectivement du risque et de la baisse, si vous voulez, des capacités financières donc, de notre pays. Nous sommes conscients, mais ce qu'on ne peut pas accepter, c'est cette décision brutale d'une façon administrative. Est-ce qu'une décision bureaucratique peut apporter quelque chose ? Impossible. Et puis, comment voulez-vous prendre une décision sans connaître la réalité du terrain ? La preuve, après discussion, après argumentation, les pouvoirs publics sont revenus sur la décision. Monsieur le chef du gouvernement l'a reconnu, effectivement, qu'il y a eu des erreurs. Mais entre-temps, il y a eu quand même si vous voulez, un climat malsain. Un mot, nous les journalistes, et même les journalistes supposés spécialisés, on n'avait pas vu un enjeu. Les arômes, pour nous, c'est un angle mort. C'est pas important pour nous. C'est un intrant important. C'est un intrant important pour un certain nombre de produits, et principalement sur toute l'industrie de l'agroalimentaire. Parce qu'on a tendance à vouloir effectivement parler que des boissons, mais notre démarche, quand nous avons effectivement organisé toutes les réunions, les écrits que nous avons faits avec les pouvoirs publics, mais ça touchait toute l'industrie. Que ce soit la biscuiterie, la confiserie, les yaourts, tout le monde a été... Toute l'industrie de l'agroalimentaire ont été touchées par cette décision-là. Et nous avons eu, effectivement, d'ailleurs, c'est un des éléments qui, en matière d'évolution du marché, on dit... Parce que pendant le début de l'année, pas mal d'entreprises ont réduit leur production. Parce qu'ils avaient des craintes. Et en même temps, on était à la porte, à la veille, effectivement, du mois de Ramadan et de la période estivale. Les gens avaient peur. Comment des grandes marques ne vont pas se retrouver sur le marché pendant le mois de Ramadan? Qui c'est qui va l'accepter? Est-ce que le consommateur algérien va l'accepter? Donc, et c'est là où on avait dit, faisons attention. Et ces entreprises-là, effectivement, ont réduit leur production pour garder la matière première pour ces périodes-là. Et là, ça a perturbé. Il y a eu même un certain nombre d'entreprises qui ont réduit aussi, au lieu de travailler en 2x8, ils ont travaillé 1x8. Il y a certaines entreprises qui ont travaillé une semaine à l'arrêt. Donc, il y a eu une perturbation. Le marché de l'arôme, on n'a jamais compris très bien cette mesure, ce ban, parce que ça ne protégeait pas une production algérienne. On ne peut pas dire ça. En même temps, ce n'est pas des volumes d'importation. Pas du tout. Et c'est pour cela qu'on a dit, quand le produit existe, nous sommes les premiers, en tant qu'association, à dire qu'il faut consommer algérien. Nous avons été premiers, quand il y a eu en 2013, quand on avait parlé de consommant algérien, on a été les premiers à dire que consommant algérien, ce n'est pas uniquement vis-à-vis du consommateur final. Nous-mêmes, en tant qu'entreprise, nous sommes consommateurs d'intrants. Donc, il faut qu'il y ait des réunions de filières pour savoir ce qui est produit, quelle est la qualité de ce produit, est-ce qu'il répond des normes, est-ce qu'il répond aux règles techniques, à mes exigences. Tout cela doit être donc mis autour d'une table et commencer. Et c'est là où on avait parlé, il faut intégrer graduellement tout ce qui est produit localement. Alors, je vais vous poser tout de suite une question à propos du taux d'intégration. Vous nous avez dit en février 2017 qu'il y a de 30 à 40%
d'intrants dans un jus, par exemple, qui est forcément importé parce que c'est la partie concentrée que nous ne produisons pas en Algérie, parce qu'il y a une irrégularité, une incapacité à fournir les industriels en flux tendu. Et donc, cette partie-là, c'est toujours un problème. On ne peut pas la réduire. Non, aujourd'hui, vous avez pris l'exemple effectivement des jus, mais aujourd'hui, vous avez des producteurs qui utilisent le produit local aujourd'hui. Il y a des ententes et des accords avec certains agriculteurs dans certaines régions. Ce n'est pas partout. Mais ça existe et vous avez des producteurs aujourd'hui qui utilisent les produits, donc les fruits qui sont produits localement. Et d'ailleurs, et c'est là, quand nous avons intervenu en ce qui concerne les produits importés, on avait trouvé les sacs aseptisés. Alors que ce sont des sacs que nous utilisons effectivement pour stocker les produits et les fruits que nous recevons à partir des agriculteurs. Heureusement, ça a été débloqué immédiatement et le ministère de l'Agriculture a pris conscience de ce danger. Alors, pour bien comprendre les enjeux de votre secteur, de votre filière, celle de la boisson, il y a, depuis que le gouvernement a développé des politiques de protection, parce qu'il y a la balance commerciale qui est déficitaire depuis plusieurs années, depuis 2014 maintenant, des opportunités qui sont apparues pour des producteurs algériens. Il y a l'assemblage automobile, il y a, dans la pharmacie, ça date depuis longtemps, et de plus en plus d'activités aujourd'hui, même dans l'agroalimentaire, bénéficient d'un effet d'aubaine. Protection, il y a eu des listes négatives, il y a eu des licences, etc. Donc on peut produire plus ou moins sous protection en Algérie pendant un certain temps. Alors, on a changé de politique là depuis la dernière loi de finances. On est en train de la faire évoluer vers des droits additionnels provisoires donc de sauvegarde, des APS. Est-ce que votre filière, est-ce que l'APAP a un regard, a des propositions à faire sur comment vous regardez la mise en œuvre de ces droits additionnels? Vous savez, nous avons fait une réunion avec Monsieur le ministre du Commerce et le secrétaire général de ce même ministère sur l'application de l'article 2 de la loi de finances complémentaire qui avait instauré le droit additionnel de provisoire de sauvegarde, ce qu'on appelle le DAPS. Donc à travers ça, au niveau de la réunion, nous avons abordé d'abord quels sont les produits et les principes. Parce qu'il ne s'agit pas effectivement de mettre des barrières, ce que j'appelle des barrières non tarifaires, qui, au lendemain, risquent de mettre, si vous voulez, sur le marché algérien des produits où les prix à la consommation commencent à s'élever. Et nous l'avons constaté quand il y a eu, et je l'ai dit, quand il y a eu l'application, l'interdiction des produits, nous l'avons constaté sur le marché que certains produits ont subi une augmentation. Attention. Certains produits fabriqués localement. On a dit exactement attention à ça, et on a dit aussi attention, ce n'est pas le fait de mettre cette taxe qu'on va produire pour produire. Il faudrait quand même qu'on respecte un certain nombre de règles et qu'on mette sur le marché des produits de qualité. S'ils ne répondent pas aux produits de qualité, je ne vois pas pourquoi c'est le consommateur qui va payer les pois cassés. Donc faisons attention à ce que... Il est tout à fait d'accord, monsieur le ministre a été tout à fait d'accord, il faut qu'on respecte les éléments. Maintenant, pour revenir à nos produits, nous, donc lors de réunion, on nous a demandé de transmettre nos propositions et nous devons les transmettre donc avant la fin de semaine. Nous allons transmettre nos propositions au ministère en matière d'application, si vous voulez, de ce droit additionnel que nous avons revendiqué depuis longtemps. Au lieu de mettre les licences et les interdictions, faites comme on fait ailleurs. Parce que le problème d'interdire, il y a aussi les règles de la réciprocité. Puisque nous-mêmes, à un moment donné, nous avons demandé au gouvernement, quand il s'agit des produits à l'exportation, qu'il y ait une réciprocité. Si jamais il y a des barrières qui sont injustifiées. Il y a des barrières de l'autre côté. Et nous l'avons subi. Et nous avons même intervenu. On peut le dire, nous l'avons subi dans le cas de la Tunisie. Vous l'avez subi. Quand ils nous ont appliqué les règles d'une taxe de consommation interne de l'ATIC de 25%, nous avons dit, et même le gouvernement algérien a réagi. Nous l'avons saisi, ils ont réagi pour l'application de la réciprocité. Et une fois qu'ils l'ont appliqué chez eux, ça a été, si vous voulez... donc, ils ont pris conscience. Mais ils ne l'ont pas enlevé. Ils l'ont enlevé, les Tunisiens, non? Non, ils ne l'ont pas enlevé. Ils l'ont appliqué pour le propre produit. D'accord. Pour maintenir pour maintenir les mêmes règles. Les mêmes règles. Ça, on est tout à fait d'accord. Bien sûr. Il ne faudrait pas aussi que notre produit ne soit pas concurrentiel sur leur propre marché. Absolument. Donc, c'est ça un petit peu la règle.
Maintenant, au niveau de nos propositions, là, on a dit qu'il faudrait qu'on fasse très très attention au niveau des propositions. Quand vous avez un marché, je prends l'exemple des boissons. Quand je parle de boissons, c'est tout ce qui est jus, boissons gazeuses, eau embouteillée. Au jour d'aujourd'hui, nous détenons plus de 98% du marché. Mettre un droit additionnel pour sauvegarder quoi? Et aussi mettre des barrières, une taxe additionnelle, au jour d'aujourd'hui par rapport à, si vous voulez, à notre démarche, à notre stratégie. Est-ce que la mise en place d'un droit additionnel sur un produit qui n'est pas concurrencé risque demain, puisque nous sommes vers l'exportation, nous sommes en train d'exporter, nous avons des producteurs qui sont en contact avec un certain nombre de pays, est-ce qu'il ne va pas y avoir les règles de la réciprocité? Hamani, je vais résumer votre pensée. Vous dites vous avez 98% du marché avec vos membres. Ouais. Les 2% qui sont approvisionnés par l'importation ne sont pas un enjeu qui justifierait un droit additionnel. Exactement cela, et parce que même les 2%, qu'est-ce que nous disons? Si on avait mis un certain nombre de normes, les normes qualité, les normes produits, les 2% auraient été largement consommés par la production nationale. Donc vous dites on traite l'importation des boissons, traitons-la plutôt par des barrières non tarifaires, des barrières de normes techniques. De normes techniques. Plutôt que par... C'est ce que nous sommes en train de demander. C'est la mise en place d'un certain nombre de normes. Et je profite aujourd'hui donc de votre émission pour faire un appel au ministère de l'Industrie pour lui dire qu'est-ce que vous attendez pour nous notifier le RTA, le règlement technique algérien relatif au jus en nectar et aux boissons fruitées et au jus de légumes. Tout un travail qui a été fait, nous attendons sa promulgation. Et c'est un élément, et c'est ça ce qu'on appelle, parce que ce RTA n'est autre qu'un règlement technique et qui définit des normes, que ce soit en normes qualité, que ce soit en matière de normes sanitaires. Il a été fait par qui ce travail, M. Hamani? C'est un travail qui a été fait avec des experts, avec les experts de la PAB, en relation avec le ministère du Commerce et en relation aussi avec le ministère de la Santé. Et il a abouti au niveau du ministère de l'Industrie, avec qui nous avons fait un certain nombre d'échanges sur nos travaux. Et aujourd'hui, on attend uniquement sa signature et sa promulgation. Vous attendez sa signature et sa promulgation, mais ce règlement technique, il va être appliqué aussi aux producteurs nationaux. C'est-à-dire qu'il va gérer les 2% de l'importation, mais il va aussi gérer... Il va gérer d'abord toute la production nationale, c'est de mettre de l'ordre, que ce soit en matière même de dénomination du produit, parce que nous avons constaté à un moment donné, les jus, c'est mes jus alors que ce n'est pas un jus, c'est un nectar. Il y a des règles. Donc, ça va mettre de l'ordre. Il va y avoir une toilette en ce qui concerne la dénomination des produits, en matière de respect du taux de jus qu'il doit y avoir à l'intérieur des produits, et ainsi de suite. Même, je ne vous cache pas, même à l'intérieur, nous avons introduit le problème du taux de sucre. Oui, donc vous prenez en charge Effectivement. C'est-à-dire qu'il faut profiter de ce règlement technique pour régler l'ensemble des éléments qui nous permet effectivement d'avancer toujours au mieux des intérêts du consommateur. Monsieur Hamani, vous avez lancé un appel au ministère de l'Industrie pour qu'il signe, pour qu'il débloque ce dossier. Il est depuis combien de temps au ministère de l'Industrie? Oh, ça va faire maintenant près de 2 ans. Très bien. Très bien. Je voulais juste voir s'il était en concurrence avec les licences de l'assemblage d'automobiles. Vous aviez des sujets qui étaient prioritaires. C'est de mettre de l'ordre. Notre objectif, c'est de mettre de l'ordre. Très bien. Alors, on a bien compris cet enjeu, mais j'ai bien noté que vous avez exprimé une ambition exportatrice. Oui. Et vous ne voulez pas qu'avec la taxe additionnelle, les droits additionnels de proviseurs de sauvegarde, vous subissiez la fermeture de marchés qui vous sont, entre guillemets, peut-être promis. Quand je dis vous sont promis à vos membres de la PAB. Alors, nous, on a bien envie d'y croire. Qu'est-ce qui ferait que des produits algériens s'exporteraient plus? Est-ce que c'est les coûts en Algérie qui sont intéressants? Est-ce que c'est un savoir-faire qui est plus intéressant? Il y a des marques qui sont très vieilles. On peut les citer. Hamoud Boualem qui a quand même assis sur un patrimoine historique très, très fort. Il y a de nouveaux acteurs très dynamiques. Qu'est-ce qui ferait que la boisson puisse devenir un acteur de l'exportation? C'est un acteur de l'exportation. Il existe déjà, il est déjà exporté. Il est exporté.
sur des marchés qui existent, que ça vous avez juste ici en Tunisie, en Libye, ou là, vous les trouvez en Europe, au Canada. Il existe même dans les pays du Moyen-Orient. Nos produits sont exportés. Et c'est dû principalement d'abord à la qualité des produits. Vous avez des producteurs qui font de la qualité. Là, on n'a pas à en rougir sur ça. Et vous avez effectivement, en matière de concurrence, nous sommes obligés de tenir compte, effectivement, des règles du marché qui existent dans les pays concernés. Donc, c'est tout. Si vous voulez, c'est pour cela qu'on dit on n'a pas encore de chiffres agrégés sur les exportations. C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné, on avait atteint les 38 millions de dollars. On a régressé parce qu'il y a eu un problème au niveau de l'application du FSPE, donc du Fonds spécial pour la promotion des exportations. Aujourd'hui, M. le ministre donc, du Commerce a pris un certain nombre d'engagements pour revoir effectivement le FSPE. Mais ceci n'a pas empêché effectivement à ce que les entreprises donc de production de boissons continuent à exporter. Ils exportent et notre ambition c'est d'aller beaucoup plus loin. Et je ne vous cache pas la dernière réunion que nous avons tenue mercredi. Donc nous avons même constaté qu'un certain nombre qui sont dans le marché informel exportent. Dans le marché informel en Algérie, ils arrivent à exporter. Vous avez les gens de ce marque qui exportent. Voilà, en d'autres termes. Attendez, c'est une bombe, ça fait. Ils exportent pas. C'est pas une bombe, mais vous avez des. Ah, c'est eux qui remplissent. Attendez, j'ai pas envie de faire. Attendez, j'ai pas envie de faire de l'humour noir, mais est-ce que c'est eux qui remplissent les conteneurs de Kamel Chikhi quand ils repartent dans le sens inverse? Ça n'a absolument rien à voir là-dedans. Ce sont des commerçants qui effectivement qui regroupent un certain nombre de produits et qui exportent. Très bien. C'est tout. Bien. 38 millions. On peut appeler ça, ce sont des gens qui rassemblent un certain nombre de produits pour remplir et exporter. Au contraire, nous, qu'est-ce qu'on dit? Il faut qu'on les organise. Il ne faut pas les rejeter. Bien sûr. Il faut les organiser, les aider. Là, oui. Alors, juste un mot, organiser, les aider. La distribution au niveau interne, vous avez toujours milité pour que la TAP baisse dans la distribution, quitte à la faire endosser plus par la production. Oui. Bon, ça, c'est un dossier qui est aujourd'hui à l'arrêt. Le dossier est toujours en cours. Nous ne cessons effectivement de réclamer cette suppression de la TAP au niveau des grossistes et au niveau des détaillants. Et il y a eu même, si vous voulez, un certain nombre de grossistes distributeurs qui voulaient s'organiser. Nous avons fait des rencontres avec eux parce qu'ils font partie, qu'on le veuille ou non, ils font partie, si vous voulez, de la chaîne de valeur qui est la nôtre. Et nous avons fait des propositions en la matière avec eux. Ils sont organisés en association professionnelle et il y a eu même des propositions en matière fiscale et d'organisation même du marché de la distribution. C'est de créer des zones, des bases logistiques de la distribution. C'est-à-dire, on ne s'arrête pas uniquement sur le problème de la taxe, mais d'aller vers l'organisation de cette distribution. Qui est, dans le cas des plateformes logistiques, tout à fait nécessaire pour l'exportation, notamment vers l'Afrique subsaharienne. Tout le monde parle de la fameuse plateforme qu'il faut lancer et construire à partir de Tamna Rasset pour approvisionner les pays subsahariens. Ça, c'est pour l'exportation. On peut faire exactement la même chose des plateformes pour la distribution au niveau local. Et ça, c'est faisable avec le financement même des entreprises. Donc, il n'y a pas un appel, si vous voulez, à l'argent public. À l'argent public. Ouais. Alors, les 38 millions d'euros d'exportation du secteur de la boisson, c'était quelle année, M. Hamani? En 2015. D'accord. On n'a pas réussi à refaire ce chiffre? Non, on n'a pas réussi, mais nous comptons les dépasser 2019-2020. Très bien. On va pas finir rapport, si vous voulez, aux prévisions qui nous ont été données par un certain nombre d'entreprises exportatrices. Parce qu'il y a des nouveaux disons, agents qui sont rentrés dans l'exportation. Alors, on ne va pas terminer cette émission sans parler d'une sous-filière qui a son importance dans votre association, c'est celle des boissons alcoolisées. Il se trouve que dans le cas des boissons alcoolisées, vous allez porter des propositions au ministère du Commerce qui sont différentes de celles que vous allez porter pour la partie boisson en général. Oui. Dans ce cas-là, notamment pour le produit bière, vous êtes plutôt pour l'application de la DAPS. Pourquoi pour la DAPS? Il faudrait qu'on soit... je vais vous donner des chiffres.
Parce qu'on a peur de donner, surtout quand on parle de boissons alcoolisées, les gens commencent à se saouler. Ils commencent à se saouler, voilà, tout simplement. Voilà. Bon, actuellement, si je prends le marché de la bière, entre 2015 et 2017, il y a une progression du marché. Il y a une progression de plus de 5%. Mais il y a une régression de la part de marché des producteurs. Alors que les importations ont augmenté de 134%. Les importations de la bière ont augmenté de 134% entre 2015 et 2017. Les parts de marché, le marché a évalué. Les parts de marché des producteurs a régressé. Et les parts de marché des importateurs a augmenté. À quoi vous l'expliquez cela? C'est quand même spectaculaire. Non, mais pourquoi les Algériens achèteraient plus de produits dans un contexte de crise, plus de produits importés? Pourquoi la hausse de la demande est plus comblée par l'importation? Parce qu'aujourd'hui, c'est les prix qui sont pratiqués sur le marché, et aussi actuellement, ce qui est importé, ce sont beaucoup plus ce qu'on appelle les bières à fort taux alcoolémique. Donc ce sont les fortes doses, et ça... Donc il y a une différenciation en termes de produits qui fait que... C'est le produit, mais il y a aussi un danger sur le plan sanitaire. Je le dis ouvertement. Très bien, très bien. Et donc, pourquoi donc vous demandez à ce qu'on applique un droit additionnel pour que nous demandons, c'est effectivement, puisque nous avons des capacités qui existent. Aujourd'hui, les unités de production évoluent à peu près à 60% de leur capacité. Et si on réduit effectivement les importations sans toucher au marché, pour augmenter effectivement les capacités de production, donc plutôt augmenter le volume de production des capacités déjà installées, ça va permettre d'abord donc avoir un niveau d'emploi beaucoup plus élevé, de réduire donc effectivement les sorties de devises, oui, et de mettre sur le marché des produits de qualité et des produits qui sont contrôlés. Alors, quand on fait 134% de croissance dans les importations, ça nous ramène vers quel ordre de grandeur? La part de l'importation de la bière, c'est plus c'est 10, 15, 20, 30, 50 millions d'euros? C'est quelle échelle? Leur part de marché tournerait aujourd'hui, en 2017, il tournerait autour de 13%. De combien? D'un marché de combien? De 1 837 hectolitres? Oui. D'accord, vous comptez en hectolitres, pas en euros. Hectolitres. Non. D'accord. Et donc cette activité-là, nous on pensait que il y a deux géants, il y a Castel et Heineken qui sont les deux principales brasseries. Il y a 4 producteurs. Alors il y en a 4, je ne connais pas bien très bien le marché. Il y a même un cinquième. Il y en a même un cinquième. On pensait qu'ils étaient quand même plus solidement installés sur... Alors d'avoir 60%... Ils sont installés aujourd'hui. Mais d'être challengés comme ça par les importations, 13%, c'est important. Oui, mais là que vous voulez faire par rapport, si vous voulez, à un certain nombre de règles du marché, effectivement, extérieur, on peut absolument rien faire. Est-ce qu'il y a aussi un challenge de l'exportation chez les brasseries? Non, puisque au jour d'aujourd'hui, la bière n'est pas exportée. Pourquoi? Vous avez toutes les grandes marques qui sont fabriqués en Algérie. Et eux, ils sont limités uniquement sur le marché national. Sur le marché national. On va finir sur les grandes tendances de l'évolution de la consommation des Algériens, de la consommation des boissons, dans les arbitrages de consommation de ces 2-3 dernières années. Vous diriez pas que, avec les chiffres que vous avez sur la croissance maintenant, j'imagine toujours en hectolitres, que vous diriez pas que les Algériens ont plutôt arbitré contre la boisson, en règle générale? Non, les Algériens, effectivement, consomment... Non, c'est-à-dire ils consomment, quand on prend toute boisson confondue, il y a une évolution. Ça continue de croître. Ça continue de croître, comme je l'ai dit, ça à peu près, globalement, toute boisson confondue, il augmente à peu près de 4%. Mais vous avez des sous-filières qui évoluent mieux par rapport à d'autres. Par exemple, la boisson... Par exemple, les eaux embouteillées, une belle évolution. Il y a une demande assez importante. Vous avez de nouveaux producteurs qui sont rentrés donc en activité fin 2017, début 2018.
Et en matière de boissons gazeuses, il y a une régression d'à peu près de 4%. Les jus, il y a une petite progression de 2%. Si vous voulez, il y a une tendance, effectivement, qui va vers ce que je constate personnellement, c'est que le consommateur va vers les jus, et les jus de qualité. Le consommateur fait la différence entre un jus et une boisson fruitée. Il va vers la consommation d'eau embouteillée au lieu des boissons gazeuses. Ça, c'est un constat. Mais la boisson gazeuse reste encore sur le marché et elle est importante. Monsieur Ali Hammani, c'est toujours un plaisir de vous accueillir à Radio M. On en apprend beaucoup sur votre filière. Elle est passionnante, elle est très dynamique. Merci beaucoup, merci. On vous souhaite une bonne écoute auprès du ministère du Commerce avec vos propositions. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.